Présentement, à mes côtés, pour discuter de son bilan de l'année 2015, on retrouve la députée de Richmond, Madame Karine Vallière. Bonjour. Bonjour. Karine, c'est votre première année complète dans le siège du pouvoir avec votre gouvernement. Comment ça a teinté votre année 2015? Qu'est-ce que vous retenez de votre année 2015? Ben, c'est effectivement intéressant de noter que comme je suis arrivée en 2012, j'étais à l'opposition et maintenant c'est la première année que je viens compléter comme parti au pouvoir. Pour moi, honnêtement, comme députée, j'ai pas trouvé qu'il y avait une si grande différence de par ma présence sur le terrain, l'écoute que je donne aux gens et cette capacité que j'ai eue dès le départ d'être capable de dire je suis là pour porter le message des gens et non pas pour porter le message du gouvernement vers mon monde. Donc pour moi, ça facilitait d'autant plus le travail là en étant partie prenante du gouvernement au pouvoir. Est-ce qu'il y a des dossiers qui vous ont marqué ou sur lesquels vraiment vous êtes fiers d'avoir complété l'année 2015 avec ces dossiers-là en main? Oui, assurément. Mais en fait, c'est beaucoup de petites victoires comme député, des choses qui fait pas nécessairement là, grand éclat dans les médias, mais je pense que de pouvoir aider chacun des individus qui viennent nous voir au quotidien, c'est déjà pour moi, ça met un baume vraiment comme sur mon travail de député. C'est sûr qu'il y a des dossiers qui ont retenu l'attention davantage si on pense à Viande-la-Roche, si on pense à la modernisation de BRP à Valcourt. Il y a des projets qui s'en viennent également pour Richmond. Le parc industriel à Windsor également qu'on a travaillé aussi. Le tas de plastique à asbestos, on en a parlé énormément. Quand on parle de petites victoires, c'est aussi l'ouverture en temps opportun du CPE Majimo à Saint-Denis-de-Brompton. Donc, des dossiers pour lesquels je me suis impliquée. Puis des fois qu'il faut mettre notre point sur la table pour dire, bon, ben écoutez, même si on est au gouvernement, comme député, c'est ma job de dire, on a besoin de ça. C'est une réalisation qui, pour moi, c'est des faits marquants, en fait, d'être capable de dire, même publiquement, écoutez, on a besoin pour la population de chez nous que ce soit réalisé, qu'on soit au gouvernement ou pas, puis j'ai un travail à faire. Parlant de points sur la table, avec Viande-la-Roche, ça a été particulièrement... il y a eu un gros travail de fait pour les aider. Bon, ça a été en faillite, ça a été racheté, mais même à Québec, vous avez reçu ces gens-là pour les écouter et pour cheminer dans ce dossier-là. Où est-ce qu'on en est présentement? Oui, c'est un dossier pour lequel j'ai jamais lâché depuis le début. Donc, que ce soit avec les anciens propriétaires, avec la famille Laroche, les aider pour les accompagner du mieux possible avec une augmentation de marge de crédit de 2 millions. Malheureusement, on a connu les résultats qui étaient très dommageants pour notre région. C'est un deuil qu'on a à vivre chez nous. Et ensuite, on reprend la balle au bon pour dire on a des emplois à sauvegarder, on a une économie qu'on est en train de diversifier. Il faut être capable de refaire quelque chose dans cette usine-là. Donc, des investisseurs potentiels, des offres refusées, des offres finalement acceptées. Alors, on est heureux d'accueillir chez nous maintenant les Canards du Lac-Brome. J'ai porté le dossier également, comme vous le disiez, à l'Assemblée nationale pour que les gens puissent rencontrer mes collègues. Alors, ils ont eu des accès directs aux ministres concernés aussi. Alors, ça fait partie prenante du travail que j'ai à faire. Puis aujourd'hui, on est content de savoir que pour la prochaine année, on sera en développement. Dans cette pétition-là qui avait été déposée au mois de novembre, les gens se questionnaient aussi concernant le fonds de diversification d'asbestos. Où est-ce qu'on en est là-dedans? Parce qu'on souhaitait que le fonds puisse être utilisé, par exemple, pour Viande-la-Roche et malheureusement, il ne satisfaisait pas aux différents critères. Est-ce qu'il y a eu des changements pour ce fonds-là? Ben, en fait, il faut comprendre que le fonds n'est pas là pour sauver une entreprise qui n'est pas viable financièrement. Avec les Viande-la-Roche, dans les 2 dernières années, ils auraient pu déposer un projet au fonds de diversification qui aurait été analysé. Mais à partir du moment où l'entreprise est en difficulté financière, ne peut pas dire « j'ai pas de projet à développer, j'ai pas de nouveau marché non plus à conquérir. Ce que je veux, c'est de l'argent pour me sauver. » C'était l'outil du fonds de diversification n'était pas là pour ça. Et c'est de cette façon-là qu'on s'est tourné vers Investissement Québec pour une augmentation de marge de crédit. Par la suite, par contre, avec les nouveaux acquéreurs, s'ils ont des projets de développement, de la machinerie à acquérir pour diversifier leur ligne de production ou pour mettre aux normes, etc., là, à ce moment-là, le fonds de diversification va être disponible. Déjà, dans la stratégie de diversification, quand on l'a mis en place, le critère numéro 1, tout d'abord, qu'on s'est donné comme priorité localement, c'est de dire on va venir consolider nos entreprises en place. Et c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Donc, c'est pas nécessairement toujours des annonces d'1 million, 2 millions. Par contre, c'est ce qui nous permet de garder les emplois actuellement et de venir en greffer 5, 6, 10 autres aussi. Et quand on parle de diversification, c'est justement ça. C'est de s'assurer qu'une communauté soit viable malgré qu'il y ait des joueurs qui puissent arriver et partir au fil du temps. Et là, ce fonds-là, il reste encore plusieurs millions de dollars pour aider les gens de la région. Oui, assurément. Donc, on fait vraiment un appel à tous. Hein. Non seulement les gens de la région, moi, je crois énormément au fait qu'on ait des ambassadeurs un peu partout au Québec.
un peu partout à travers le monde. On a de l'argent disponible. On a un milieu hyper vivant avec des services extraordinaires aussi. Donc, il faut que les gens viennent nous voir avec des projets pour qu'on puisse les analyser. Est-ce qu'il y en a présentement qui sont justement en sous-analyse et qu'on pourrait y avoir des bonnes nouvelles au cours des prochaines semaines? Il y en a toujours, mais il y a des projets particulièrement intéressants, effectivement, qui devraient voir le jour normalement en 2016, mais on est toujours à regarder parce que les investisseurs privés doivent être là tout d'abord et nous, on est là comme partenaires. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, des fois, il y a des partenaires privés finalement qui décident de laisser tomber, mais il y a énormément de dossiers qui sont en analyse et des choses qui sont vraiment très porteurs aussi. Autre dossier, justement, vous en aviez fait mention, le fameux tas de plastique qui a quitté après 6 ans. Ça a été attendu. Le maire Hugues Grimard, on vous a vu d'ailleurs en photo lorsque le grand moment est arrivé sur ce terrain vague-là. Ça a été beaucoup de travail aussi pour y arriver, hein? Oui, effectivement. Toujours là, c'est une problématique propriétaire privé versus c'est sur un terrain municipal, mais c'est un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. Donc, beaucoup de joueurs à travers tout ça. Il y avait énormément de dédales administratives à régler parce que le terrain était un propriétaire privé. Donc, fallait attendre là, faillite, on laisse le terrain. Donc, c'est ce qui a mené d'avoir énormément de délais dans ce dossier-là. Mais à la toute fin, dans la dernière année, là, vraiment, c'est un des exemples sur lesquels j'ai dû mettre le point sur la table puis dire, ben écoutez, là, c'est chez nous, c'est affreux comme environnement. Ça peut amener d'autres problématiques aussi. Puis on est en période de diversification économique où l'image a toute son importance aussi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, enlevez ça. Donc, c'est fait, c'est parti maintenant depuis quelques semaines déjà. Et c'est assez particulier d'aller voir le terrain parce qu'on se rend compte à quel point c'était une quantité extraordinaire de déchets qui se retrouvaient chez nous quand on voit maintenant l'ampleur du terrain, là. De mémoire, c'était un 8-9 tonnes environ. Exact, oui. Donc, est-ce qu'on a déjà des projets pour ce terrain-là ou rendu là, ça va dépendre du privé, hein? Là, en fait, il faut aussi voir parce que le terrain comme tel n'appartient toujours pas à la municipalité. Donc, il y a encore là, des étapes administratives à passer pour qu'on puisse devenir acquéreur du terrain puis ensuite pouvoir le revendre. Mais il y a des gens qui sont déjà intéressés par l'emplacement. D'autres bonnes nouvelles aussi pour la région de Sherbrooke. On a eu plusieurs confirmations cette année concernant des écoles primaires. Il y en a eu 2 qui ont ouvert cette année et une 3e qui est attendue. On a eu la confirmation du 9 millions de dollars pour cette 3e école primaire dans le secteur de Rock Forest. Là aussi, beaucoup de travail qui finalement, tout ça s'est concrétisé là, dans les derniers mois. Oui, effectivement. Et ça, c'était très intéressant pour moi, l'annonce des 2 écoles qui sont déjà construites aujourd'hui, parce que quand je suis arrivée en 2012, on a commencé à travailler les dossiers. Donc, c'était pour moi le premier vrai aboutissement d'un dossier que j'avais personnellement commencé. Alors, j'en étais d'autant plus fière. Et ça fait quelques années aussi qu'on travaillait pour la 3e école. Donc, il y a une explosion démographique dans l'ouest de Sherbrooke. Et je rappelle aux gens en même temps que le comté de Richmond, souvent, ils trouvent ça bizarre, mais oui, ça inclut maintenant Rock Forest, Saint-Élie-Deauville. J'essaie de le rappeler le plus souvent possible pour créer ce sentiment d'appartenance-là chez les gens. Alors, 3e école qui sera en construction aux abords du nouveau boulevard René-Lévesque. Et tu parlais, en fait, vous parliez de cette importance-là que les gens sentent votre présence dans le comté. Il y a eu un nouveau bureau qui s'est ouvert tout récemment pour permettre aux gens d'avoir accès plus facilement à vous, hein. Bien, historiquement, la portion de l'arrondissement Rock Forest Saint-Élie-Deauville a toujours été dans les extrémités de comté. Moi, quand j'y suis arrivée, j'ai déjà pu noter à quel point les gens n'avaient pas cette habitude-là de faire appel à leurs députés. Ils savaient pas trop quel est le rôle d'un député non plus. Alors, j'ai pris mon bâton de pèlerin puis j'ai dit, écoutez, moi, je vais montrer à quel point ça peut être important puis que la présence et l'implication puis la proactivité d'un député peut faire toute la différence aussi. Alors maintenant, depuis octobre, un bureau de façon officielle à la place Bivallon, coin Bourque et Mi-Vallon. On est ouvert le vendredi toujours, sur appel sinon, mais on est déjà là un petit peu plus de 2 jours semaine. Alors effectivement, ça démontre le besoin puis la proximité des gens à mon égard fait en sorte également qu'on peut bâtir de beaux partenariats puis être présent pour les organismes communautaires aussi. Alors, ça fait toute la différence puis ça, c'est pour moi une belle réalisation. Donc, vous l'avez senti là, déjà en quelques mois, quelques semaines à peine, cet impact-là chez vous, hein? Oui, assurément. Donc, les gens nous reconnaissent, nous appellent par notre nom, font davantage appel à nous. Donc, au lieu de demeurer puis de dire, bon, ben écoutez, on n'a plus de solution puis on n'est pas capable puis le projet tombe, hop, on va faire un petit appel à Karine puis... moi, les mots d'ordre chez nous, là, c'est gros bon sens et solution. Donc, souvent, on réussit à trouver des dénouements heureux. Puis, tant mieux, j'ai une équipe extraordinaire qui travaille à mes côtés aussi.